Montréal est reconnue à travers le monde comme une ville à la pointe de l'innovation sociale, mais également pour son ouverture sur les enjeux de société comme la diversité culturelle et l'égalité des sexes. Aujourd'hui est une journée spéciale, car nous allons participer et animer la 9e édition de mstyle.ca, organisée par Défi Montréal au CRIM. Pour en savoir un peu plus, je vous invite à me suivre. C'est ici que se déroule la 9e édition de mstyle.ca. Pour commencer, écoutons le mot de bienvenue de son fondateur, Martin Duchesne. Bonjour, c'est un grand plaisir de vous recevoir à cette édition, cette 9e édition de mstyle. Défi Montréal, d'abord, c'est la plus grande communauté d'entrepreneurs innovants au Québec. C'est un réseau d'entraide qui existe depuis 10 ans. On a 600 entreprises graduées et c'est vraiment une famille. C'est des entrepreneurs qui aident des entrepreneurs. Pour augmenter le taux de succès de façon considérable des entrepreneurs, on profite de l'expérience des uns des autres, des réseaux d'affaires, de la visibilité et on organise des événements comme aujourd'hui pour faire connaître les meilleurs talents, les plus grandes innovations au public. Vous allez voir aujourd'hui des entrepreneurs, femmes et hommes, très dynamiques, allumés, qui vont au bout de leurs rêves et qui veulent changer le monde de façon positive. Donc, mstyle, c'est vraiment pour connaître, reconnaître les talents, les innovations et aussi pour les suivre sur les réseaux sociaux. On vous invite à suivre la vitrine sur mstyle.ca, m-style.ca, pour voir nos exposants, nos conférenciers et pour suivre leurs innovations. Ça sera un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de vous présenter nos entrepreneurs, hommes et femmes, à succès qui font de l'innovation durable. mstyle, c'est vraiment un événement vitrine pour vous faire connaître les nouveaux talents, les nouvelles innovations, les nouveaux projets, qui est organisé par nos entrepreneurs finalistes à Défi Montréal. Depuis quelques années, il y a un phénomène, on a de plus en plus de femmes entrepreneurs qui s'affirment, qui développent, qui ont des idées extraordinaires, qui changent le monde chacun à leur façon. On est très heureux de les accueillir avec nous aujourd'hui. On a intitulé notre édition d'mstyle « La décennie des femmes et de l'innovation durable ». Je pense que c'est un signe. On voit de plus en plus de femmes qui s'affirment, qui étudient, qui complètent leurs études, qui démarrent des entreprises. Il y a un style de gestion, d'innovation féminin. C'est ce qu'on va discuter avec nous aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous ce matin et avec mes trois collègues qui sont les femmes entrepreneurs audacieuses. Pourquoi les audacieuses? Parce que quand on parle de l'entrepreneuriat, notamment de l'entrepreneuriat à succès, on oublie quelles ont été les difficultés. On ne voit que le succès, on ne voit que la chose qui brille, mais on oublie qu'avant ça, il y a eu toute une partie, toute une traversée du désert dont on ne parle pas beaucoup et je trouve que ça manque en fait de réalisme. Donc aujourd'hui, on a Elisabeth Stefanka, donc, qui est la présidente fondatrice de Stefanka Tech. À côté d'Elisabeth, il y a Dorothy Alexandre, qui est présidente fondatrice de Inspiration Communication, qui va aussi faire l'exercice d'une minute de présentation. Et à côté de Dorothy Alexandre, on a Louise Bernat, qui est fondatrice de Ria Brio. Voilà, Elisabeth, à toi, 1 minute. Bonjour, donc je suis Elisabeth Stefanka, la fondatrice de Stefanka Technologies. On développe des technologies pour le traitement des données du corps humain en 3 dimensions. Ce que ça veut dire concrètement, on transforme les cabines d'essayage en cabines d'essayage interactives 3D en y intégrant des scanners pour faire l'analyse des mesures du corps qui par la suite permettent d'avoir un catalogue qui est plus personnalisé. Alors, bon matin, moi c'est Dorothy Alexandre, présidente fondatrice d'Inspiration Communication. Donc, moi, au niveau de mon équipe, on fait de la production de contenu numérique. Et quand on dit contenu numérique, c'est vraiment des contenus, entre autres, qui sont destinés pour des médias comme Radio-Canada, Télé-Québec. Également, tout ce qui a trait à l'organisation d'événements, de panels de discussion, etc., mais avec un angle aussi autour de la diversité. Alors, bonjour à tous. Louise Bernard, je suis PDG de l'entreprise qui s'appelle Ria Brio. Si vous voulez savoir ce que vous avez Ria Brio, vous viendrez me voir en privé parce que c'est trop long à expliquer. Mais Ria Brio est une entreprise manufacturière qui développe, conçoit, distribue à travers le monde des accessoires médicaux et qui a développé en premier une ligne de produits qui s'appelle Face Embrace. Face Embrace, en fait, qu'est-ce que c'est? Ça s'adresse aux gens qui sont dans le secteur d'apnée du sommeil, des patients souffrent d'apnée du sommeil,
qui utilisent un masque respiratoire, donc qui ont la thérapie pression positive continue, comme nous appelé CPAP. Merci à toutes pour vos parcours vraiment brillants. Est-ce que vous avez une anecdote sur quelle a été la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée, que vous avez dû surmonter, et quel a été le plus beau levier sur lequel vous avez pu vous appuyer pour arriver? Je dirais le plus percutant est ce qu'on a vécu dans la dernière année. En fait, l'entreprise a été incorporée en 2014. On a pris 3 ans pour développer le produit. On a pris une autre année et demie pour implanter un site de fabrication parce qu'on produit ici à Brossard, on a une usine. Et on a commencé la commercialisation à partir de 2018. La plus grande difficulté que j'ai rencontrée jusqu'à date a été, je dirais, de faire une erreur de canal de distribution. Alors, on avait des hypothèses on va distribuer le produit à travers les cliniques privées, on va le distribuer aussi sur le web. On avait ces 2 hypothèses-là, en se disant le web, parce que c'est un produit très petit qui s'expédie facilement, il y a un besoin international, donc c'est assez facile, les gens cherchent sur Internet. Et on se disait ça va être le pain et le beurre, mais on pense que les cliniques de soins de sommeil, ça devrait être le canal qui va nous apporter la crédibilité, puis il devrait lever quand même de façon intéressante. Pourquoi on a pensé ça? Parce qu'on a présenté le produit à des expositions où les spécialistes de santé étaient là, inhalothérapeutes, pneumologues. Tout le monde était emballé. Oui, il faut que vous en parliez à mon boss, on en veut dans notre clinique, etc. On a réussi quand même à signer 6 enseignes de cliniques à travers le Canada et on n'avait pas encore produit une unité. Donc, il y avait vraiment un intérêt pour le produit. Ce qu'on s'est rendu compte dès le début, c'est que les cliniques ils commandaient quelques unités, puis là, ils attendaient de voir, et ils avaient la perception que, c'est pas des gens qui poussent les produits. Alors, on était dans un canal de distribution, mais qui n'était pas un vrai distributeur, c'est pas quelqu'un qui poussait le produit. Eux, ils s'attendaient à ce qu'on fasse une publicité monstre autour, et même localement, pour que les gens rentrent dans leur clinique, ils demandaient « Avez-vous des Fils & Grace? » Mais j'imagine que vous êtes capable de vous imaginer le coût de cette publicité-là à travers le Canada, ça n'avait pas de bon sens. Et nous, on pensait que ces gens-là allaient faire la promotion. Erreur numéro 1. Je dirais que moi, la plus grande barrière qui s'avère être également mon levier, c'est la barrière mentale. C'est vraiment la barrière psychologique, c'est-à-dire lorsque j'ai commencé, comme je vous disais, j'étais une ancienne journaliste, quand tu es une employée, tu as la valeur qu'un employeur te donne. Tu fais 50 000, tu fais 55 000, donc pour toi, c'est cette valeur-là que tu as, ou encore moins parce que tu n'as pas une expertise que tu as réussi à monétiser, si je peux utiliser cette expression-là. Donc, lorsque j'ai commencé en affaires, c'était comme, je vaux combien? Qui suis-je, moi, pour demander X, Y, Z de l'heure pour un projet? Et encore plus, si je dois embaucher des gens dans ce projet-là. Donc, tout ça pour dire que ce qui m'a réellement aidé, ça a été de travailler avec une consultante qui m'a fait travailler sur ce qu'on appelle l'avatar. Donc, vous savez, c'est la personne, votre client cible. Et là, quand elle me disait rêve, c'est qui ton client cible? Ben moi, j'étais habituée de faire du bénévolat, donc une petite organisation à gauche, une petite organisation à droite. Elle me dit non, à quel genre d'organisation avec lesquelles tu voulais travailler? Là, je commence à nommer des organisations qui ont des chiffres dans les millions, des organisations publiques, etc. Et c'était comme pour moi inconséquent qu'une personne qui n'avait jamais chargé un sou puisse un jour justement vivre de ce travail-là. Donc, ça a été ça, cette barrière-là. Ça a été la difficulté au début de charger peut-être du 50, 100 $ pour des projets, alors qu'on sait qu'on peut justement charger des milliers de dollars. Mais tout ça pour dire que finalement, cette barrière-là, elle est tombée parce que j'ai réussi à m'entourer de gens qui m'ont fait croire en ma valeur et surtout qui m'ont fait réaliser quelle empreinte que j'avais lorsque je travaillais, je collaborais pour une organisation. Puis moi, c'est un peu le message que je donne aux jeunes que je mentor, c'est partout où est-ce que vous allez travailler, vous devez vous assurer que vous avez une empreinte. Dorothy Alexandre, elle a une empreinte. Donc, quand elle travaille dans un projet, on sait exactement qu'est-ce que Dorothy apporte dans ce projet-là. Et c'est ça aussi qui apporte la valeur. De mon côté, c'est vraiment un élément qui est une de mes forces. Ça a été de ne pas être apte à saisir l'embauche que je faisais initialement. Puis, en fait, ça a été un associé que j'ai fait rentrer dans la boîte qui était une relation d'affaires que j'aurais préféré largement éviter. Donc, ça a été mon plus gros challenge. Puis, avec du recul, mon apprentissage, en fait, pour moi, à la base, je suis une personne qui a une intelligence émotionnelle très, très forte. Puis, c'est vraiment
mobiliser les gens, puis amener une équipe avec une vision, c'est vraiment ma force. Cependant, dans ce cas-ci, l'apprentissage que j'ai eu, ça a été de me dire, wow, en fait, j'ai tellement travaillé acharnement, quand on parle d'audace, c'est aussi énormément de travail, de résilience, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on travaille des 80 heures semaine, à un certain point, notre niveau d'énergie de vitalité est moins élevé. Puis, en fait, une de mes forces, c'était mon gut feeling. Puis, je réalise qu'avec du recul, j'ai pas du tout écouté mon gut feeling parce que j'étais tellement omnibulée par les opérations, puis à me concentrer à livrer le travail, que lors de l'embauche, puis les prochaines étapes, j'ai pas eu cette sensibilité-là à reconnaître certains signes dans la personnalité de l'individu que j'avais engagé. Donc, ma très forte recommandation, c'est toujours, afin d'éviter ces genres de situations et d'être capable d'aller chercher votre gut feeling, il faut toujours se maintenir on top of our game en se donnant du temps, puis vraiment s'accordant du bien-être. Quand on est des entrepreneurs, la question de la santé mentale, c'est très tabou. Moi, j'ai frappé un mur en juin passé. J'ai même fait une conférence dans Creative Morning parce que quand on est dans ce tourbillon continuel, on n'a plus le temps de prendre du recul. Donc, on est juste en mode métro, j'allais dire métro, boulot, dodo, mais même si c'est notre travail, c'est notre entreprise, on est dans un mode métro, boulot, dodo. Et lorsque vient le temps de prendre du recul pour prendre des décisions qui nous amènent plus loin, c'est-à-dire le côté stratégique, etc., mais des fois, on tombe dans l'émotion. Cette émotion, c'est la fatigue, et cette fatigue-là nous fait prendre des décisions, des fois, qui ne sont pas nécessairement les meilleures. Donc, pour moi, la question du bien-être, elle est... Oui, c'est ça. Mais pour moi, la question du bien-être, aujourd'hui, elle est prioritaire. Et tout à l'heure, quand je parlais à Martin, je disais que je suis en mode décroissance. Je ne fais pas 1 million là, dans mon compte en banque, mais je suis en mode décroissance parce que j'ai roulé depuis 4 ans. Puis là, j'ai comme envie de dire, OK, la prochaine étape, c'est quoi? Les prochaines 4 années, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux continuer de faire les mêmes types de contrats ou je vais aller ailleurs, à l'international? Est-ce que je veux travailler avec différents clients? Mais je n'ai pas le choix de prendre ce recul. Et finalement, je suis une femme créative. Donc, quand on est dans un processus continuel de livrer des mandats, mais on ne peut plus créer, on ne peut plus écrire. Donc, c'est de se rappeler oui, on est une entreprise, mais qu'avant notre entreprise, on était quelque chose d'autre. Et il faut continuer d'entretenir ce qu'on était avant pour pouvoir permettre à notre entreprise d'être propulsée et d'être authentiquement qui nous sommes. Vous êtes inspirante, madame. Je vais vous dire que dans ma carrière de dirigeant d'entreprise ou gestionnaire, ça m'est arrivé, j'ai toujours un feeling des gens, de la chose, de la décision, toujours. Et il y était une époque de ma vie où j'avais tendance à penser que c'était pas bon, parce que c'était émotif. Et j'allais dans le rationnel. J'essayais de rationaliser en disant, OK, soyons objectifs, c'est quoi les facteurs A, B, C, faisons des tableaux, avantages, inconvénients, dedans. Et rétrospectivement, j'ai réalisé que toutes les décisions que je prenais émotivement et que je rationalisais et qui m'amenaient vers une autre place, ça a tout été des mauvaises décisions. Des fois, pas de conséquences. Mais ce que j'ai bien appris, c'est que la vraie réponse est là, le feeling. Fait qu'aujourd'hui, je me bats plus du tout. Je regarde les gens, je regarde les opportunités, je parle et je me dis, OK, comment je me sens avec ça? Est-ce que ça sonne? Est-ce que ça me parle? Est-ce que je vibre? Oui, ça veut dire que c'est bon. Et je me trompe plus. Je me trompe plus, ça me parle vraiment. J'aimerais savoir si dans la salle, il y a des personnes qui ont des questions à vous poser. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc, la question était quel est le rôle du financement fédéral dans les startups en démarrage? Moi, je pense que c'est fondamental. Surtout une entreprise qui est en démarrage, le plus important, c'est un jeune entrepreneur tout frais qui n'a pas encore toute la connaissance de l'écosystème. Tout ce qui est financement non dilutif devrait être les premiers financements qu'un jeune entrepreneur devrait aller chercher pour bâtir son entreprise. Puis le fédéral offre énormément des beaux financements, je pense au CNRC, différentes sources de subventions non dilutives, c'est vraiment considéré. Donc, c'est vraiment un élément fondamental de pourquoi aussi Montréal est si intéressant ou le Canada est si intéressant de bâtir une entreprise, c'est qu'on a accès à des sources de financement très, très, très intéressantes.
Mais je parle d'une autre réalité. Moi, ma réalité en tant qu'entreprise, elle est différente de la vôtre. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas bénéficié de subventions parce que ça ne faisait pas partie de mes priorités pour mon projet actuel. La chose, par contre, dont j'ai bénéficié, c'est de Logique, donc les Offices Jeunesse internationaux du Québec, qui permettent aux jeunes de moins de 35 ans de faire de la mobilité internationale. Parce que ce qui arrive, c'est que quand on n'a pas une grosse entreprise, on a l'impression qu'on ne peut pas déjà commencer à démarcher à l'international pour trouver des collaborateurs potentiels, etc. Donc, Logique existe pour les 18 à 35 ans. Puis moi, j'en ai bénéficié la première année. Ça m'a permis d'aller en France, de voir l'écosystème médiatique là-bas, puis de voir, il n'y a pas de contrats qui en ont découlé, qui en ont découlé de ce voyage-là, mais par contre, ça m'a ouvert l'esprit à me dire, OK, oui, il y a des possibilités. Tout ce qui court pour l'attraper. Et moi, j'ai la chance d'avoir plusieurs critères. Manufacturier, dans le domaine médical, femme qui dirige l'entreprise. Ces 3 critères-là m'ouvrent toutes sortes de portes incroyables. Donc, j'ai des critères qui m'aident. Et il faut vraiment aller chercher tout. Et c'est majeur. C'est un financement. Je suis supportée par un nombre important d'organismes que je ne nommerai pas ici, mais c'est là pour nous, il faut aller chercher. Des fois, on pense non, oui, j'y vais, j'essaie, puis finalement, les portes s'ouvrent. Et c'est essentiel, définitivement. Sur le Logique, là, très souvent, c'est des subventions ou financement qu'on dit toujours de 17 ans à 35 ans. Donc, moi, c'est un message, vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il n'y a pas que les femmes qui ont 35 ans. Très souvent, les personnes racisées, elles arrivent ici à 35 ans parce qu'ils ont déjà vécu en France ou ailleurs. Le temps de s'adapter, tout ça, ça ne marche pas. Ou tout simplement, on veut prendre le large et on démarre quelque chose. On est vraiment out des subventions et autres. Donc, si quelqu'un est dans la salle du gouvernement de Québec ou fédéral, sérieusement, mon défi pour l'année 20, là, c'est de faire ressortir ça énormément pour les femmes de plus de 40 ans, qui ont vraiment des subventions attitrées à ces femmes-là. Et vraiment pas juste 40 ans, mais 40 ans et plus. Mais le point que vous mentionnez, il est très important. Il y a une dame qui s'appelle Alice-Solène Rioux, qui est très impliquée dans l'écosystème ici au Québec, justement, qui milite en cette faveur-là. Elle a rencontré le ministre, je pense qu'elle a rencontré le ministère pour présenter une pétition, en effet, à cet égard, parce qu'on veut plutôt utiliser la notion de jeune entrepreneur, donc une personne qui commence, peu importe son âge, mais qui est relativement nouvelle en entrepreneuriat versus par rapport à l'âge. Et puis moi, c'est ce qui m'est arrivé en 2016. J'allais avoir 36 ans. Donc, parce que j'allais avoir 36 ans, j'ai bénéficié de la dernière fois, et c'était ma première fois de Logique, mais tout à fait. Et moi, c'est parce que j'ai pris ma décision après mon congé de maternité. C'est ma fille qui a changé ma vie. Donc, ma décision de devenir entrepreneur est venue à 35 ans. J'aimerais bien, pour conclure, si vous pouvez me dire en une phrase, j'aime bien faire ça, quel est le point de vigilance qu'on doit avoir quand on est une femme entrepreneur? Qu'est-ce qu'on doit garder en tête pour se dire, ça, je dois quand même garder ça en tête, un peu comme une lumière qui clignote. Et pour les années à venir, pour la décennie à venir, quels sont vos challenges en une phrase? Merci. Chez Stephanka Technologies, pour la prochaine décennie, c'est vraiment de faire des branch-outs, des spin-offs de nos différentes technologies pour les appliquer dans différents secteurs. Donc, de créer des licences exclusives pour le secteur médical, créer des licences qui peuvent être utilisées de manière géographique et ainsi de suite. Puis, ça vient par le biais aussi de nos relations d'affaires avec nos clients. Donc, c'est vraiment de poursuivre dans cette direction. Puis, sinon, mon Dieu, point de vigilance, je l'ai dit plutôt, être audacieuse vient avec énormément de résilience, énormément de travail, mais également, vous êtes l'individu le plus important dans votre organisation. Donc, prenez toujours conscience de votre bien-être, c'est primordial. Qui va vraiment se concentrer au niveau des communications, surtout envers la jeunesse, mais avec des chapitres à travers le monde. Donc, j'aimerais vraiment, je suis en train de développer des mécanismes, processus pour voir comment que les jeunes peuvent davantage communiquer, que ce soit au niveau des médias, surtout comme outil, mais pour moi, les médias vont devenir juste un outil. Le but est
de développer des leaders, des citoyens et citoyennes qui vont vouloir prendre leur place dans la société. Puis, comme point de vigilance, je dirais, c'est de demeurer authentique. Donc, je pense que notre authenticité, c'est notre meilleur atout, c'est ce qu'on peut vendre le plus facilement parce qu'on n'a pas à vendre cette authenticité-là, elle est incarnée. Donc, pour moi, c'est ce qui me permet de grandir, d'avancer et surtout de briser certains plafonds peut-être pas de verre, mais en tout cas, certains plafonds. Et mon but, c'est ça, c'est ce que je dirais, c'est de ne pas se dénaturer comme personne, et surtout de ne pas sentir le besoin, des fois, de dire « je ne veux pas perdre une opportunité ». Parce que des fois, on va courir après des opportunités, on va avoir peur de les perdre, et ça peut peut-être venir à nous dénaturer. Donc, un peu comme mes collègues disaient, de rester ancré avec son instinct, je pense que pour moi, c'est un des plus grands points de vigilance. C'est long, une décennie. Moi, j'espère que dans une décennie, je vais avoir vendu mon entreprise. Ça, c'est mon but. Parce que j'ai quand même commencé mon entreprise à 55 ans, donc ça ne me tente pas à 80 d'être encore en train de ramer. Je souhaite, dans les prochains 5 ans, c'est l'horizon que je me donne, d'avoir une couverture internationale, d'avoir des réseaux, d'avoir des distributeurs. On a déjà commencé un peu ça. Je suis convaincue que ça va arriver. Et ça c'est mon focus pour les 5 prochaines années, qui fait qu'à un moment donné, il va y avoir une opportunité, quelqu'un qui veut continuer ça, qui veut intégrer ça, qui veut développer ça. Alors, c'est ça mon but. Je vous dirais que la chose à ne pas perdre de vue, ce serait, ça peut-être un peu l'air curieux, mais ce serait la sagesse. Avec les années, puis, excusez-moi, je vous fais la morale des années, je suis là. Mais on ne perd pas sa fibre entrepreneuriale. Hein? Ça ne meurt pas à 40 ans ou à 50 ans, oubliez ça. Même, il y en a qui partent à 70, fait que, regarde, il y en a tout le temps. Mais c'est à un moment donné, c'est avoir une certaine sérénité, une certaine sagesse qui vient de la confiance en soi, puis qui vient du fait que qui vous arrive n'importe quoi, vous êtes capable de bien prendre la chose. Écoutez, un grand merci pour vous 3, parce que ça a été très inspirant. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai appris énormément. C'est un grand plaisir de vous écouter, et ça rafraîchit aussi. Même des informations qu'on avait l'impression qu'on a déjà, mais l'entendre dire, d'une part, on se sent moins seul, et deuxièmement, ça vous permet de rester toujours dans l'audace. Donc, notre rencontre se termine. Je suis vraiment très contente qu'on ait fait ce panel, et de rappeler à quel point on a aussi des mérites et l'audace qu'on a eu de mettre en place nos entreprises. Je vous souhaite vraiment beaucoup de succès à M-Style aussi pour cette rencontre, et on poursuit notre journée. Merci beaucoup. C'était Ici Télévision, Femmes et pouvoir. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir sur tous nos réseaux sociaux. Merci et à bientôt.